J'ai été musicien professionnel. J'ai bûché dans mon coin le code et en fait c'est devenu une passion. Les gens qui n'auraient pas de formation et qui souhaiteraient rentrer dans le numérique, bien évidemment, là vous avez l'exemple avec votre serviteur que tout est possible. On appartient tous les deux à des entreprises qui ont sacralisé le papier et puis petit à petit on est en train de remplacer ce papier par du software. Il y a 10 ans, le monde avait 20 000 abonnés numériques et maintenant on est à 350 000 abonnés numériques. Claire Maillot, bonjour. Je suis donc CTO DSI dans une mutuelle qui protège la santé de plus d'1 million d'agents de la fonction publique territoriale et j'ai aujourd'hui l'immense plaisir de recevoir Sacha Morard, qui est CTO du journal Le Monde. Alors Sacha, il faut que tu saches qu'on a 2 points communs tous les 2. D'abord un parcours atypique. Rien ne nous prédestinait à devenir des numériciens. Tu vas nous raconter ça dans quelques instants. Moi, en ce qui me concerne, j'ai fait du droit des affaires, par exemple. Et puis le deuxième point commun, c'est qu'on appartient tous les 2 à des entreprises qui ont sacralisé le papier et puis, petit à petit, on est en train de remplacer ce papier par du software. Donc est-ce que tu peux, on va commencer par ça, nous raconter ton parcours très atypique et très intéressant? Ouais, bien sûr. Salut Claire, merci de me recevoir. Un petit mot comme ça d'introduction parce que pour moi c'est un plaisir et une consécration de faire d'être interviewé pour le podcast Tech Rocks. Donc je suis très content aussi que tu m'interviewes parce qu'en effet on a beaucoup de points communs et on s'entend plutôt bien. Euh, alors bon, pour raconter un tout petit peu mon parcours, oui, comme tu l'as dit, j'ai un parcours bizarre. Moi, j'emploie plutôt le terme bizarre parce qu'atypique, tout le monde le dit et tout le monde a un parcours atypique alors que ça vient un peu galvaudé. J'ai été musicien professionnel puisqu'au départ, moi, dans ma vie, je viens du sud de la France et j'ai fait beaucoup de musique dans les Alpes. Alors que c'est pas trop le lieu pour faire de la musique, mais je faisais aussi du ski. Mais du coup, après, j'ai voulu vivre de ma musique et ça a été très problématique parce que pendant 6 ans, quand on est musicien, on gagne pas beaucoup d'argent et c'est un peu la galère. Et en fait, je me suis retrouvé à arriver dans le numérique comme ça, un peu par accident. Et en fait, j'ai jamais lâché et ça m'a vraiment plu, quoi. Donc ouais, parcours bizarre, en effet. OK et puis tu as enchaîné, tu es devenu aussi, entrepreneur. Raconte-nous plutôt comment tu es entré dans le numérique, en fait. Qu'est-ce qui a fait que tu es passé de la musique au numérique? Alors quand j'étais musicien, je faisais un peu de tout parce que j'avais mon label, je produisais des disques, pas mal. Donc en même temps, j'organisais des spectacles. Pour organiser des spectacles, il faut aussi designer les affiches, faire des petits sites web de présentation des groupes, etc. Donc en fait, très vite, j'ai un peu mis mes doigts dans le numérique parce qu'il fallait bien le faire, et également dans le design. Et j'avais un petit peu plus d'expérience dans le graphisme en fait, ce qui m'a permis en 2008 d'être embauché dans une boîte qui s'appelle BSO Network, fondée par 2 gars qui avaient mon âge à l'époque, on avait 27 ans. Et, euh, et en fait, ces gars-là, ils m'ont fait confiance, ils ont voulu que j'intègre leur entreprise en tant que graphiste. Et voilà, en fait, comme c'était un opérateur hébergeur, cette boîte-là, j'étais en contact qu'avec des nerds, quoi, des mecs barbus. Et c'était pas trop mon monde, quoi. Mais j'ai adoré bosser avec eux et surtout j'étais très curieux de savoir ce qu'ils faisaient parce que je comprenais rien. Et en fait, c'est là où j'ai proposé à mes boss de l'époque, Antoine et Michael, de devenir développeurs. Ils m'ont regardé avec des gros yeux, ils m'ont dit, bah, t'es gentil, mais en fait, t'y connais rien, pourquoi tu deviendrais développeur? Moi, je dis, bah, je sais bien, c'est une idée un peu bizarre, mais en fait, j'ai envie de le faire. J'ai commencé à bidouiller dans mon coin et si vous me donnez pas ma chance, en fait, j'irai la saisir ailleurs. Et en fait, ils m'ont donné cette chance. Ils m'ont dit, ok, d'accord, mais tu vas faire un test technique, en fait, le même que les développeurs font. Et tu te prépares un peu et tu passes. Et si jamais ça le fait, on te passe développeur. Donc j'ai bûché sur le site du zéro. À l'époque, c'était le site du zéro sur lequel j'avais appris le PHP. J'ai bûché dans mon coin le code. Et en fait, c'est devenu une passion, vraiment. Et ils m'ont fait confiance. J'ai commencé à être développeur. Et après, tout s'est accéléré, en fait. J'ai quitté cette entreprise parce que bon, il fallait tourner la page. Et je suis passé brièvement en agence où là, on code beaucoup, très vite, assez mal. Et donc, ça m'a pas trop plu. Au bout d'un an, j'ai voulu partir. Et en fait, mon aventure dans les médias a commencé à ce moment-là, parce que j'ai intégré Le Parisien. J'ai eu la chance d'intégrer Le Parisien pendant
pendant 6 mois en tant que développeur. Et au bout de ces 6 mois, les patrons de l'époque ont voulu me donner les rênes de la technique aux Parisiens. C'est comme ça que j'ai démarré ma carrière de CTO, avec la chance de travailler sur un site à fort trafic comme ça, et de gérer des problématiques très spécifiques au site média à forte charge. Et j'en ai fait un peu mon expertise, quoi. Voilà. Ok. Et donc, tu arrives au monde, c'est en 2018, si je me trompe pas. Oui, exactement. Juste avant, en fait, à la fin du Parisien, j'ai quitté le Parisien parce que j'avais eu une idée de start-up, enfin de produit. J'ai quitté le Parisien en leur soumettant cette idée, et ce qui m'a valu en fait de les avoir comme premier client de la start-up que j'étais en train de créer avec mon associé. Et, et ensuite, au bout de 3 ans d'aventure entrepreneuriale, bon voilà, j'ai dû passer à autre chose, ce qui fait que j'étais de nouveau libre sur le marché de l'emploi, et c'est là où j'ai atterri à l'Obs en tant que directeur technique, qui fait partie du groupe Le Monde. Et 10 mois après, du coup, je me retrouvais à diriger aussi bien l'Obs que Le Monde. Euh, Alors, quand tu arrives, Le Monde, c'est 170 000 abonnés en ligne. ouais, Et en puis, 2017, ouais, ouais. ouais. Et puis donc 2 ans plus tard et une crise sanitaire en plus, on se retrouve avec le double d'abonnés en ligne. Donc, comment ça s'est passé pour toi? Parce que avec le socle technique, quand on fait x2, il peut y avoir quelques problèmes. Comment tu as géré tout ça? Bah, avec un gros pari technique. euh, quand je suis arrivé, il fallait reconstituer un peu les équipes, même si très franchement, il y avait beaucoup, beaucoup de choses de très, très bonne qualité, et puis il y avait des gens vraiment avec énormément de compétences. Mais par contre, moi, j'arrivais avec une philosophie technique qui était un petit peu différente. Bon, je m'explique parce que ça va devenir des détails un tout petit peu techniques, mais je suppose que l'audience est assez, est assez attrait à ça. Donc bon, en fait, les sites médias à forte charge généralement sont basés sur du cache CDN. C'est-à-dire que les serveurs qui servent les pages sont généralement des serveurs de tiers, des solutions CDN qui font en fait du proxy cache. Ce qui fait que les pics de charge, vous les recevez pas sur votre plateforme, c'est surtout des serveurs tiers qui les prennent. Et moi, je voulais pas ça. Moi, je voulais qu'on ait un site complètement dynamique, euh, donc très scalable. Euh, Pourquoi? Pour réussir à commencer à faire de la personnalisation, à s'adapter vraiment à ce que le lecteur attend, servir des pages en fonction de ce que le lecteur attend, euh, et, euh, et optimiser vraiment l'expérience utilisateur, hein. C'était vraiment le but. Alors au départ, quand j'ai dit ça, on va créer un site dynamique et tout, les gars ici m'ont fait un peu les gros yeux. Ils ont dit bon, on va jamais y arriver avec la charge qu'on a. En fait, ça tiendra jamais. Et en fait, c'est le premier truc qu'on a fait. On a complètement refait le site web en créant un site dynamique, qui a été livré fin 2018. Et en fait, c'est ce qui nous a vraiment aidé plutôt à créer un écrin pour les contenus de nos journalistes. Euh, C'est beau ça, c'est bien dit. ouais, mais c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire qu'on a notre force, évidemment, elle est dans notre contenu. Elle n'est pas dans la techno, même si la techno, en fait, elle aide à mettre en avant correctement les contenus des journalistes. Mais évidemment, avant toute chose, ce qu'on propose à nos lecteurs, c'est des contenus. C'est pas un site web ou une application mobile. Donc c'est un écrin. Il fallait qu'on crée cet écrin pour mettre en avant, mettre en valeur les contenus. Et après, il y a derrière toute une stratégie qui est investir un petit peu dans la data, reprendre le contrôle de la donnée de nos utilisateurs, la travailler un petit peu pour limiter le churn, pour les engager un petit peu plus, aussi pour leur soumettre des offres d'abonnement qui les intéressent plus. Voilà, donc ça, c'est ce genre de stratégie qui nous ont, je pense, amené maintenant à avoir plus de 350 000 abonnés numériques. Et vous êtes, aussi le numéro 1 au classement, des abonnés en ligne, si je ne me trompe? Oui, ouais, En tout cas pour les quotidiens. pour tout ce qui est en fait média presse, on a le plus grand nombre d'abonnés numériques. Ouais, c'est assez vertigineux maintenant, puisque il y a 10 ans, Le Monde avait 20 000 abonnés numériques, et maintenant on est à 350 000 abonnés numériques. Euh, Évidemment, la crise du Covid nous a été favorable en ce sens, hein, même si on peut pas spécialement s'en réjouir, mais pendant le premier confinement, on a triplé les prix d'abonnement. Mais notre force a été de savoir les garder, puisque les gens qui se sont abonnés à ce moment-là sont restés chez nous.
Alors, novembre 2020, Sacha, tu rentres au COMEX du journal. Alors, pourquoi en novembre? Pas avant, pas après? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est produit et qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ton quotidien et puis dans les relations que tu as maintenant avec les autres dirigeants, les autres membres du COMEX? Ça a été, je pense, une opportunité ou un concours de circonstances. Je travaille aujourd'hui avec le DSI du groupe Le Monde qui s'appelle José Bolufer, avec qui on s'entend parfaitement bien et on collabore ensemble depuis un bon petit moment. Mais cette personne arrive proche de l'âge de la retraite et donc il fallait se mettre en ordre de bataille pour organiser la succession. Et donc c'est comme ça en fait que Louis Dreyfus, le patron du groupe, m'a proposé de prendre en charge également la partie informatique, donc la DSI des entreprises, enfin du groupe. Euh, et il a souhaité que je rejoigne le COMEX, en effet, à ce moment-là. Donc c'était en novembre dernier. OK, donc rien à voir avec, la période de crise sanitaire et du covid et tout ça? Après, je sais pas, après, il faudrait poser la question à Louis Dreyfus, mais peut-être que c'est aussi lié à ça, j'en sais rien. J'ai pas la prétention de dire que ce sont spécifiquement les résultats des abonnés ou les résultats de mes équipes qui ont joué en ma faveur, j'en sais rien. Toujours est-il que je pense que tout ça c'est très partagé. Il y a quand même aujourd'hui le fait que je sois au COMEX, c'est en tout cas c'est quelque chose que les gens retiennent, dont on me parle beaucoup, bizarrement, beaucoup plus que le fait que j'ai repris un service informatique, alors qu'avant j'étais plutôt dans un service, enfin je pilotais un service purement numérique, que je pilote encore hein, d'ailleurs, hein, mais alors que rejoindre le COMEX, c'est sûr, c'est hyper gratifiant. Je suis très content parce que j'ai des contacts du coup très réguliers avec l'ensemble des DG. Voilà. Et du coup, ça met en position de plus un rôle exécutif et de stratégie dans la boîte. Donc fondamentalement, c'est très valorisant. Oui, c'est ça et en plus, je pense qu'on t'en parle beaucoup parce que des CTO au COMEX, il y en a peut-être pas tant que ça, en fait. Il y en a peut-être pas tant ça dans les entreprises un peu Tradi, ouais. traditionnelles, ouais, et un peu âgées. Après, évidemment, dans les nouvelles boîtes, dans les pure players, il y en a beaucoup. Les Ah CTO oui, 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 bien sûr, sont un bien sûr. pilier de. Ouais, c'est vrai. J'ai la chance de travailler pour cette entreprise pour ça, parce que je pense que le virage, la transition numérique a été vraiment prise au bon moment. Elle est plus qu'installée maintenant, ce qui fait que j'ai pas à fournir énormément d'efforts pour euh, pour évangéliser le numérique, évangéliser la tech plutôt, parce que le numérique s'est installé, mais évangéliser la tech. Donc c'est vrai que la tech a une place particulière, à mon avis, dans la stratégie du groupe. Et tu peux la définir comment cette stratégie numérique du groupe? Je dirais que elle est, euh, elle est prudente, mais elle est également ambitieuse. Par exemple, on peut tenter des choses, mais on fera rien qui soit pas digne de notre marque. Et c'est important parce que dans la tech, on peut très bien partir un peu dans tous les sens et mettre en place des solutions qui n'ont un peu ni queue ni tête, simplement parce qu'elles sont à la mode, ou pour simplement les tester. Non, c'est pas tout à fait dans notre état d'esprit. On veut que les expérimentations qu'on mène soient dignes de notre marque. Tu veux dire, par exemple, que la data, vous allez pas forcément l'analyser, comme le fait, Netflix, par exemple? Ouais, exactement, exactement. C'est pas dans notre ADN. Quand on collecte de la donnée, c'est vraiment pour servir le lecteur. Déjà, on collecte que ce qui est vraiment purement utile, que ce que le lecteur nous autorise à collecter, bien évidemment. On est très rigoureux à ce niveau-là. Et puis en plus, c'est pas pour ni remplacer la curation d'un journaliste, ni, euh, par exemple, le sujet de la recommandation, c'est un sujet très sensible chez nous. On veut pas aller dans quelque chose qui pourrait remplacer vraiment le, le, le rôle d'information que nous avons. Parce que forcément, en fait, un journal comme Le Monde, ça a une dimension de service public. Enfin, on le considère d'ailleurs comme le quatrième pouvoir. Un journal, tu vois, un journal, c'est le quatrième pouvoir. Ouais, bien sûr. Donc en fait, c'est pareil, on prend ça très au sérieux, mais notamment parce que les lecteurs nous prennent au sérieux. Donc, il ne s'agit pas de mettre de l'algorithmie dans tous les sens pour remplacer le travail des journalistes. Non, bien évidemment, je grossis le trait, hein. Mais c'est ça, donc du coup, ça nous pousse à nous dépasser, quoi, techniquement. OK, très bien.
du coup, cette double casquette là qui t'arrive, ça veut dire que tu vas maintenant diriger donc l'informatique de gestion et tu as certainement toi des méthodes de travail, qui sont un peu différentes de celles pratiquées par la DSI, précédemment. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les équipes de la DSI traditionnelle? Tu vas insuffler quoi de nouveau pour ces équipes? Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de les aider vraiment. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir un rôle qui a en fait une casquette de manager un petit peu différente. C'est-à-dire qu'avec la direction technique numérique, donc les développeurs qui font les sites et les applications mobiles, je suis toujours resté très opérationnel, très au contact des équipes. Et avec la DSI, c'est un petit peu différent. J'agis plutôt comme un servant leader, j'ai l'impression, en tout cas pour l'instant, où je suis là pour essayer de les aider, de les comprendre surtout, parce que c'est des gens avec qui j'ai pas eu l'occasion de travailler jusqu'à maintenant et qui ont une histoire complètement différente de la mienne, dont certains d'ailleurs sont arrivés là par reclassement. Donc en fait, c'est une équipe bourrée de talent et de bienveillance en fait. Ouais, tu penses qu'il y aura des vases communicants entre les 2 équipes? Probablement un jour, même si on est sur des métiers et des fonctions différentes, mais on a l'informatique éditoriale, par exemple. C'est une équipe qui est en charge de l'impression du journal, ouais, de la conception et de l'impression du journal, mais qui sont déjà en lien avec les équipes de la direction numérique, parce que forcément, nous, on édite un CMS, et donc ce CMS discute avec l'info éditoriale. On a aussi l'info de gestion, l'informatique de gestion, qui travaille sur tous les sujets régaliens, de la paye, en passant par la facturation, etc. Donc forcément, on a plein de liens à mettre en place. Ouais, et après, ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est dans ces équipes qui n'ont pas pu expérimenter les méthodes agiles, de leur montrer un petit peu et qu'ils se les approprient, parce que, à mon avis, il y a beaucoup de réponses à apporter à leurs problèmes aujourd'hui, éventuellement à leurs douleurs, avec ces méthodes-là. Oui, bien sûr, tu vas les aider à mieux gérer la complexité, en fait. Ouais, on va essayer. Alors dernière petite question Sacha, tu nous as raconté tout à l'heure que tu as démarré en tant que musicien, tu as enchaîné, tu as été entrepreneur, CTO. Ça sera quoi ton prochain métier? Alors là, c'est une question difficile. Parce que, alors par exemple, dans ma bucket list, tu vois, j'avais d'avoir une belle famille, une femme formidable et des enfants, donc ça c'est bon, check. J'avais d'avoir une maison, de la retaper complètement, ça c'est bon, c'est quasiment terminé, je suis en train. J'avais d'être interviewé sur le podcast Tech Rocks, bien évidemment, tu vois, donc ça aussi c'est fait. Et j'avais de travailler pour le monde. Donc, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est une marque qui me fascine, et je sens que j'ai beaucoup de chance de travailler pour cette entreprise. Et fatalement, quand je me pose cette question de l'après, eh ben, je suis un peu embarrassé parce que déjà, je me sens bien là où je suis, j'ai énormément de challenges et il faut redoubler d'imagination pour savoir ce que je vais faire après. Donc, du coup, je me laisse aller à penser des vies complètement différentes, soit construire des maisons en bois, soit, je sais pas, retenter la musique, ça m'étonnerait. Je pense que j'ai plus la patience de le faire. Euh, mais très Bah, franchement, journaliste, pourquoi pas journaliste ah puisque non, tu es je au pense Monde? que j'en ai vraiment pas le talent. Non, 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 j'en ai vraiment pas le talent. Euh, mais non, après, comme je suis autodidacte, si tu veux, j'ai pas trop de crainte à ce niveau-là, tu vois. Je pourrais très bien derrière aller dans des fonctions plutôt de direction. Ça aussi, c'est quelque chose qui me botterait, tu vois. Diriger une boîte, pourquoi pas? Ou continuer à être CTO pour un pure player, pourquoi pas? Voilà, mais si tu veux, ça pourrait être aussi quelque chose de fondamentalement différent, que ça me fait pas non plus très très peur. Quand on est autodidacte, on se passionne de beaucoup de choses. Donc je peux très bien découvrir une autre passion demain et me mettre à la planche à voile et faire que ça. J'en sais rien, mais par exemple, quoi. Alors dernière question, être autodidacte, ça a été, un atout pour toi dans ces métiers de la technique? Euh, oui, en fait, c'est ambivalent. Ça peut être aussi bien un atout comme un inconvénient. C'est un atout parce que je pense que ça m'aide aujourd'hui à ne pas avoir peur d'apprendre, à assumer mes ambitions aussi. Là où ça peut être un inconvénient, c'est que c'est difficile d'avoir des bases très très solides sur lesquelles vraiment t'appuyer, tu vois. C'était toujours un petit peu, tu fais à l'instinct, quoi. Et je suis très instinctif en fait, hein. Je suis pas un théoricien, donc après ça m'a pas empêché d'être, je pense, bon développeur à l'époque où j'étais vraiment développeur, ce qui fait que j'en suis arrivé là.
En tout cas, c'est pas un frein. Les gens qui n'auraient pas de formation et qui souhaiteraient rentrer dans le numérique, bien évidemment, là, vous avez l'exemple avec votre serviteur que tout est possible. C'est ça, c'est pour ça que je posais cette question, c'est que ton cas peut en inspirer plein d'autres. Voilà, il y a pas besoin toujours de faire, des études, longues en informatique pour devenir CTO. Non, c'est sûr qu'il y a pas obligatoirement besoin. Après, c'est pas pour autant qu'il faut refuser de faire des études. Je pense qu'il y a de Ah magnifiques bien sûr. écoles qui peuvent faire accélérer les choses. Et surtout, en fait, plus que de faire accélérer ou vous donner des bases, ça aide surtout à avoir une parfaite overview rapidement du métier, des différents métiers du numérique. Chose que moi, j'ai pas eu. En fait, moi, j'ai commencé dans un langage, et puis en fait, c'est le meilleur moyen de s'enfermer là-dedans. Alors que maintenant, je suis beaucoup plus curieux, j'ai appris à développer dans plein d'autres trucs, et à élargir mes compétences, mais tardivement en fait. Ça, c'est quelque chose que j'aurais dû faire plus tôt. Bon et ben écoute, je suis vraiment ravie d'avoir, passé un moment avec toi. C'était super et puis on va se souhaiter longue vie dans le numérique, hein, on est quand même passionné par ce métier. À très bientôt Sacha. À bientôt, merci beaucoup Claire.